Donc j'ai demandé à monsieur Jean-Michel Mandin, qui est directeur de la prospective de la mobilité et de l'urbanisme au gouvernement princier, de nous expliquer la politique du gouvernement et donc les actions pour la mobilité. Bien. Madame Lelarge, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes le pays hôte et donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici en Principauté. Comme l'a dit Madame Lelarge, effectivement, la politique des pays doit être exprimée dans le contexte qu'elle vient de nous expliquer. Et je vais en quelques mots essayer de vous donner un petit panel de cette mobilité en Principauté, à savoir ses données et son contexte. Bien, donc la Principauté, vous le connaissez, c'est ce petit pays de 2 km² qui a 35 000 habitants ou résidents, disons, mais qui est confronté à un problème dit de pendulaire important, puisque chaque jour, à peu près 50 000 travailleurs viennent travailler en Principauté, donc 40 000 salariés dans le secteur privé. Et ceci, donc, ces salariés qui, dans les premiers temps, étaient logés dans des communes proches de la Principauté, on constate que de plus en plus, ils sont obligés de s'éloigner de la Principauté. Les 2 tiers viennent de l'ouest, 1 tiers viennent de l'est, et les trajets qu'ils ont à faire sont importants, et donc nous constatons aux heures de pointe des problèmes cruciaux de mobilité qui convergent vers la Principauté. Ceci génère à peu près, en gros, 385 000 déplacements. Quand je parle de déplacements, c'est aller et retour, c'est 2 déplacements, n'est-ce pas? Donc il faut diviser par 2 pour, je dirais, ce qui est vraiment le flux instantané. Mais c'est important, donc, dont 145 000 déplacements d'échange, c'est ceux qui nous posent le plus de problèmes actuellement, et 235 000 de déplacements intérieurs. Dans ces déplacements d'échange, malheureusement, encore, vous voyez que près de 50-60% se font encore par des véhicules, je dirais, de 4 roues de différentes sortes, qu'ils soient légers, utilitaires ou qu'ils soient de poids lourds. Malgré tout, donc, les 2 roues représentent quand même 16%. Bon, le train ne représente aujourd'hui qu'à peu près 11% et les bus 6%. Donc, et la marche à pied, puisque quand même, dans les communes limitrophes, certains viennent à pied malgré tout, mais vous voyez que le véhicule tient encore une place importante dans ces déplacements d'échange. Donc, au niveau des véhicules, nous avons à peu près 35 000 véhicules qui arrivent par l'ouest, à peu près 15 000 véhicules qui arrivent par l'est. Les chiffres qui sont là, c'est des échanges, et donc il faut les diviser par 2. Et donc, à partir de l'autoroute qui converge vers la Principauté, à partir de 7h30, il y a déjà des congestions et récemment la fermeture des tunnels qui permettent de rejoindre rapidement l'autoroute à la moyenne corniche nous pose vraiment concrètement aujourd'hui des problèmes difficiles à résoudre. Alors, quelle politique adopter? Alors, bien entendu, je dirais, dans sa définition, elle est relativement simple. Il s'agit de favoriser l'accès à la Principauté par les transports en commun et donc aussi capter un maximum de véhicules en amont du territoire. Ceci en ce qui concerne le déplacement d'échange. Et pour ce qui est des flux internes, eh bien, c'est développer des autres modes alternatifs à la voiture et encourager la marche à pied. Alors, pour ce qui est des flux internes, il faut savoir que la Principauté se caractérise par un taux important de marche à pied. Elle représente aujourd'hui dans l'ensemble des déplacements internes de la Principauté à peu près 45% des déplacements. Et donc nous verrons que nous continuons à essayer de la favoriser au mieux, puisque c'est vrai que notre territoire étant limité, c'est un des modes peut-être les plus adaptés au déplacement en Principauté. Alors, quels sont nos moyens d'action? Je dirais, ils sont classiques. Madame Lelarge les a déjà abordés tout à l'heure. Il s'agit d'intervenir à travers les infrastructures, à travers les transports en commun, et tout ceci dans un contexte de mobilité durable, comme vous l'avez exprimé.
Alors, pour ce qui est donc de l'accessibilité à notre territoire, trois grands axes d'effort recueillent aujourd'hui notre attention. Il s'agit d'améliorer l'offre de transport, bien sûr. Il s'agit d'aider à la réalisation d'aménagements qui permettent de fluidifier la circulation aux portes de Monaco et bien aussi encourager des autres modes alternatifs à la voiture particulière. Mais aussi, nous commençons depuis quelques années à intervenir au niveau de la politique du logement des actifs dans les communes limitrophes afin de limiter leurs déplacements. Donc l'État, à travers une société immobilière domaniale, intervient à la fois dans la construction d'immeubles pour les pendulaires qui travaillent à Monaco, mais aussi dans le cadre de construction sociale, de manière à essayer de limiter au mieux ces flux en fixant sur place, en tout cas le plus près possible de la principauté, et chaque fois que les opportunités se présentent, afin de limiter les transports correspondants. Pour ce qui est des flux intérieurs, eh bien, il s'agit essentiellement de renforcer la qualité interne du réseau des transports en commun, d'encourager les modes de déplacement doux et actifs, et poursuivre la politique de hiérarchisation, de sécurisation des voies, vous l'avez exprimé, Madame Lelard, tout à l'heure. Donc, je vous disais, donc, le premier, c'est les infrastructures. Alors, au niveau des infrastructures, nous achevons une période qui s'est commencée, je dirais, pratiquement dans les années 65-70, lorsque a été mise en souterrain la voie SNCF. Donc, toute la voie SNCF qui traverse la principauté de Monaco a été mise en souterrain, ce qui nous a permis de récupérer la voie littorale pour en faire une infrastructure de transport qui traverse la principauté. Vous la voyez dessinée en violet sur la carte, avec tous les points qui desservent les quartiers. La gare, qui est la partie en bleu que vous voyez ici, qui est devenue souterraine, et la ligne de chemin de fer elle-même, qui est toute souterraine ici en bleu léger, qui traverse toute la principauté. Donc en récupérant toute l'infrastructure de la SNCF de la ligne littorale, nous avons donc maintenant une voie de desserte de l'ensemble de la principauté et des quartiers de la principauté qui a amélioré notablement la circulation interne en principauté. Quand je dis qu'ils desservent les quartiers, les différents points là que vous voyez, qui sont donc des giratoires, nécessitent quand même des investissements importants au niveau des infrastructures. Il s'avère un peu plus compliqué que le dessin schématique l'imagine, et vous imaginez toutes ces circulations qui viennent sur ces différents ronds-points et qui repartent dans le quartier de Monaco, mais ceci permet d'avoir un déplacement transversal sur la principauté qui a notablement simplifié la circulation. Il y a aussi un certain nombre d'infrastructures que nous avons faites dans un premier temps pour rejoindre rapidement les axes de circulation périphériques à la principauté. Il y a donc un tunnel montant qui permet de relier l'infrastructure dont je vous indiquais directement à la moyenne corniche. Vous le voyez en rouge ici sur cette carte-là. Et nous venons d'attaquer les travaux d'un tunnel descendant qui va relier donc toujours cette moyenne corniche directement à la principauté et sur la voirie principale. Parallèlement, aux extrémités de cette transversale, nous avons aussi des possibilités de transfert direct vers les quartiers où se mobilise tous les jours une part importante de la main-d'œuvre populaire, c'est-à-dire le quartier de Fontvieille, que vous voyez ici. Bien entendu, lorsqu'il y a ces infrastructures qui sont faites, et ici vous voyez cette liaison qui se fait directement entre la voirie transversale qui traverse la principauté et le quartier de Fontvieille, ceci nous amène à investir dans des voiries spécialisées qui permettent rapidement d'atteindre le quartier donné et ensuite organiser la circulation dans un quartier de manière à bien serrer les différents types de circulation. Vous voyez que tous les camions sont déviés directement vers la partie du quartier qui concerne les industries,
tandis que les habitations sont rejointes directement ici par une voirie un petit peu dédiée aujourd'hui, dans laquelle on retrouve la plupart des parkings. Donc toutes ces infrastructures de transport sont actuellement dans une voie finale, puisque nous avons commencé ça il y a plus de 15 ans. Nous achevons maintenant par... Cette voirie vient d'être ouverte, si certains sont là, ici en principe depuis quelques jours, l'ont vu la semaine dernière, c'est donc tout récent, et donc nous achevons actuellement tout cet investissement d'infrastructures internes qui génère malgré tout une bouffée d'air dans la circulation interne à la principauté. Nous attaquons donc aujourd'hui la construction du tunnel descendant. Voilà. Donc ce tunnel qui vient d'être, les travaux viennent de commencer, ils vont durer 4 années et sera donc en service à peu près à l'horizon 2018. Et il va donc relier directement la moyenne corniche à la principauté, ce qui devrait donner là aussi, je dirais, une petite bouffée en tout cas de meilleure circulation dans les quartiers que les véhicules traversaient avant cette liaison directe lorsqu'elle va rentrer en service. Parallèlement, au niveau des infrastructures, nous avons depuis de nombreuses années, et je dirais depuis une trentaine d'années au moins, un investissement de stationnement important, puisqu'aujourd'hui nous avons pratiquement une place de parking par résident. Il y a à peu près 17 000 places dans les parkings publics et 19 000 places dans les parkings privés. Cet investissement continue malgré tout. Vous voyez en vert sur cette carte les parkings qui sont encore en projet et qui sont au voisinage de l'infrastructure traversière dont je vous indiquais tout à l'heure l'achèvement actuel. Et cette politique nous permet malgré tout d'accueillir grosso modo une bonne partie du flux pendulaire de la principauté, puisque je vous disais tout à l'heure que 60% de ce flux pendulaire aujourd'hui converge encore par des véhicules vers la principauté. Parallèlement, nous avons une réflexion pour mettre en place des parkings à la périphérie de la principauté, de manière à pouvoir petit à petit essayer de fixer les véhicules à cette périphérie, d'abord dans la périphérie de nos frontières immédiates. Donc vous voyez ici les projets d'un certain nombre de parkings qui sont dans cette périphérie. Nous allons nous attaquer dans les 5 prochaines années à des opérations importantes toujours au voisinage de la voirie de structuration que je vous indiquais tout à l'heure, d'abord, et qui permettront d'avoir des places de parking. Quand je parle de parking, c'est des parkings de l'ordre de 1000 places à peu près. D'avoir donc à la périphérie de la principauté un certain nombre de parkings qui permettront de fixer rapidement les véhicules lorsqu'ils arrivent en principauté. Il y a aussi, bien sûr, dans les infrastructures, tout le stationnement. Et aujourd'hui, ce stationnement de surface est surtout dédié aux véhicules légers, aux 2 roues. Vous verrez que les 2 roues occupent une bonne partie de ce stationnement en surface si vous vous promenez en principauté. Parallèlement, il y a une composante aussi d'infrastructures que nous commençons à prendre en compte depuis quelques années et qui aujourd'hui fixe un peu notre attention parce qu'elle devient de plus en plus importante, c'est le transport routier, c'est-à-dire tous les besoins d'approvisionnement pour le fonctionnement de la principauté. Parce qu'aujourd'hui, donc, sur notre territoire, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite, sauf au quartier de Fontvieille qui peut être accédé directement. Mais nous essayons le plus possible de limiter les poids lourds en principauté. Alors pour cela, nous avons investi depuis un certain nombre d'années dans un parc d'activités logistiques qui se trouve à Saint-Isidore. Et là, tous les poids lourds convergent vers ce PAL, et de manière à pouvoir ensuite avoir un dégroupage, et de sorte que la principauté ne soit plus desservie que par des véhicules de 3,5 tonnes maximum, et qui font donc ce dégroupage et qui desservent l'ensemble des commerces de la principauté à travers donc un centre de distribution urbaine qui aujourd'hui est installé dans le quartier de Fontvieille, qui peut être atteint donc directement par les infrastructures que nous avons mises en place, mais qui devient saturé.
et puisque tout ce trafic représente à peu près 18% du volume du trafic, ce qui n'est pas négligeable, et qui va avoir une augmentation considérable dans les années à venir, d'après les projections que nous avons faites. Donc nous réfléchissons à un nouveau centre de distribution urbaine dans le cadre d'un hôtel logistique que nous allons construire sur les quelques délaissés de terrain SNCF qui nous restent encore en limite ouest de la Principauté, de manière à pouvoir agrandir ce schéma qui fonctionne bien et qui permet donc d'éviter des poids lourds en Principauté et qui, l'ADEME l'avait étudié d'ailleurs, économise une quantité importante de CO2 au sein de la Principauté. Bien entendu, nous réfléchissons toujours à de nouveaux investissements d'infrastructures internes. C'est ainsi que dans le cadre de nos réflexions, eh bien, nous imaginons aussi des transports par téléphérique sur des zones limitées de la Principauté, ou bien des tunnels, de nouveaux tunnels qui traverseraient la Principauté, peut-être dédiés aux véhicules légers, et qui relieraient l'ensemble des parkings, ou en tout cas la plupart des parkings de la Principauté, de manière à ce que les véhicules puissent rapidement rejoindre les parkings. La deuxième composante, je vous l'ai dit, c'est les transports en commun. Nous avons donc un effort important qui se fait sur les transports en commun. Depuis 2000, nous avons, je dirais, investi dans la compagnie des autobus de Monaco, l'État étant, je dirais, un investisseur important dans cette compagnie. Et le fait d'avoir augmenté les fréquences, d'avoir modernisé le matériel, d'avoir aussi modernisé l'information aux usagers, a porté ses fruits, puisque de 2000 à 2012, il y a eu une croissance importante des usagers qui atteignait donc l'année dernière à peu près pas loin de 8 millions de voyages annuels. Et vous voyez que malgré tout, et malgré tous ces efforts, on sature aujourd'hui un petit peu les possibilités de la compagnie des autobus, et donc nous réfléchissons à une amélioration de son ensemble du réseau. Bon, le réseau est aujourd'hui constitué de 6 lignes principales, dont 3 se partagent à peu près équitablement la majorité du trafic, 2 autres sont un peu plus limites, mais nous avons aussi créé des petites lignes de type bateau-bus un petit peu particulières qui sont liées aux spécificités de notre territoire. Alors dans cette réflexion d'amélioration, puisque nous arrivons à saturation, nous réfléchissons donc à un transport en commun en site propre, donc à forte capacité et à fort cadencement, qui donc viendrait restructurer un petit peu cette ligne de bus, mais en constituerait un petit peu l'épine dorsale correspondante. Alors, bien sûr, nous avons réfléchi à des infrastructures entièrement en sous-sol, mais elles sont chères, et le fait d'avoir des ascenseurs pour remonter à chaque station, compte tenu de l'étroitesse de notre territoire, n'est pas tellement rentable en soi. Nous avons imaginé, bien sûr, des transports en aérien, mais compte tenu de la densité des constructions en Principauté, cela nous pose des problèmes. Et donc, nous évoluons vers une solution mixte, à la fois de surface et en tunnel, lorsque ce n'est pas possible d'imaginer cela en surface, mais toujours avec une ligne médiane qui constituerait un petit peu la nouvelle épine dorsale de ce réseau de transport en commun. Reste aussi, bien entendu, les transports par train et par voie ferrée. Donc la Principauté a investi avec la SNCF dans le cadre de l'amélioration des TER, des transports régionaux, et nous avons donc acheté un certain nombre de rames TER de manière à pouvoir avoir des fréquences qui atteignent aujourd'hui 4 trains par l'heure, ce qui est déjà appréciable. Nous allons essayer, dans le cadre de nouveaux investissements, d'améliorer encore les performances de la ligne actuelle, je dirais de la seule ligne actuelle, qui malheureusement depuis 1860 est la seule ligne qui nous relie à l'ensemble du réseau français à travers la station de Nice. Mais nous allons encore essayer d'investir pour tirer le maximum de cette ligne et faire en sorte que nous puissions atteindre au moins 6 trains par heure et peut-être 7 avant d'imaginer le doublement de cette voie dans les années 2040 peut-être. Ceci étant, malgré ces efforts, on voit que la gare de Monaco, qui devrait accueillir en 2012 près de 5,5 millions de voyageurs, et peut-être 6 dans cette
cette année déjà, et qui constitue l'une des principales gares du réseau du sud-est de la France y compris, eh bien, malgré ces efforts, la route demeure quand même une composante importante de circulation. Alors bien sûr, je vous disais, il y a ce projet de doublement, donc il s'avère que le projet de LGV est coûteux, et donc nous investissons dans l'amélioration de la ligne actuelle, mais bien sûr, nous gardons, je dirais, l'espoir d'un doublement dans les années 2040 de cette ligne qui viendrait apporter une solution alors bien appréciable à nos problèmes que nous ressentons aujourd'hui. Alors parallèlement, nous avons fait donc tous ces efforts en principauté de parking, d'infrastructure, y compris de parking que nous prévoyons en limite propre de territoire, et nous avons des réflexions pour essayer de garder tous les véhicules qui convergent à la principauté le plus près des autoroutes de manière à les éloigner le mieux possible de la principauté tout en offrant des possibilités de rejoindre la principauté assez rapidement. Et donc nous réfléchissons à des parkings de dissuasion au voisinage de l'autoroute, 3 sites potentiels de réflexion avec une liaison rapide, haute fréquence vers la principauté, a priori à l'infrastructure souterraine, mais nous n'écartons pas aussi des réflexions d'infrastructures aériennes malgré les problèmes environnementaux que cela peut poser. Donc le site de la Brasca qui se trouve au pied du tunnel qui relie l'autoroute à la Moyenne Corniche est un site a priori privilégié et donc dans une réflexion après de liaison directe avec la principauté souterraine. Quant au réseau bus, eh bien c'est une composante aussi importante. Le fait d'avoir des réseaux dans le réseau d'Alpes-Maritimes des bus à 1 euro a fait que le bus a pris de plus en plus d'importance, mais la ligne du coup est saturée entre Nice et Monaco, et donc nous avons des réflexions pour améliorer la situation, peut-être en essayant d'avoir une ligne doublée particulière entre Aise et Roquebrune, de manière à éviter que les personnes qui sont dans les communes limitrophes, soit à destination de Monaco, soit au départ de Monaco, et bien, soient toujours à pouvoir passer des bus complets, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Et puis nous avons des réflexions avec la communauté d'agglomération de la Riviera française et NCA, Nice-Côte d'Azur, pour faire en sorte que les lignes des communes limitrophes qui viennent dans la principauté aient peut-être un peu plus de continuité et un peu plus de, je dirais, de synergie avec le réseau de la principauté. Donc ces réflexions sont en cours, donc vous voyez que nous faisons feu de tout bois pour essayer d'avancer. Bien entendu, nous participons à tout ce qui est carte Azur, carte Zou, de manière à simplifier la vie de tous les voyageurs qui prennent les bus tous les jours. Alors vous me direz, bon, il y a aussi l'aspect liaison maritime, nous y réfléchissons bien sûr, nous avons même prévu des débarcadères dans le port de Fontvieille pour pouvoir accueillir ce type de transport. Malgré tout, il est vrai que ce transport nécessite d'avoir au voisinage des ports d'embarquement d'abord des parkings qui permettent aux gens de les rejoindre et ensuite de prendre le bateau. Bien entendu, il y a les problèmes d'intempéries, mais la technique des bateaux et les stabilisateurs peuvent permettre d'avoir un pourcentage d'utilisation qui est relativement fiable dans l'année. Mais ce type de transport se heurte bien sûr à la concurrence du train et du bus, qui aujourd'hui ont des tarifs, je dirais, très bas et qui font que tous les investisseurs qui se sont intéressés à ce type de transport, pour l'instant, ont conclu que c'était intéressant en période touristique, mais pour le maintenir pendant toute l'année, au niveau des travailleurs pendulaires, les choses ne sont pas encore bien économiquement stabilisées. Bon, comme l'a dit Madame Lelarge, nous avons bien sûr le souci d'une mobilité durable en principauté. Je n'y étendrai pas puisque c'est l'objet un petit peu de discussion de l'ensemble de ce salon chaque année. Mais bien sûr, nous portons une attention particulière à ce qu'il y ait la qualité de l'air en principauté. Nous avons un réseau qui nous permet de 7 stations qui nous permet d'avoir une bonne représentativité de notre qualité de l'air. Nous avons la chance de ne pas avoir d'industrie lourde et polluante en principauté. Donc nous avons encore, malgré la circulation, qui est l'un des facteurs générateurs importants, une qualité de l'air qui, je dirais, somme toute, est encore bien acceptable. Et pour le bruit, nous avons fait bien sûr nos cartes de bruit qui nous permettent de voir qu'ils sont localisés près des infrastructures de transport, mais nous essayons, notamment par la dorsale que je vous expliquais tout à l'heure, d'avoir des infrastructures de plus en plus souterraines, de manière à limiter les bruits correspondants. Et puis bien sûr les aspects de sécurité, donc nous étudions
chaque accident de manière à essayer d'apporter l'amélioration du réseau. Madame Delarge vous en a parlé. Bien. Là, pour ce qui est de la mobilité interne, je vous ai dit tout à l'heure que le piéton, qui représente 40% des déplacements en principauté, est important, et nous avons toutes nos structures d'ascenseurs, de monteurs, d'escaliers mécaniques et de translators et autres qui font qu'en principauté, la combinaison de la marche à pied plus, bien entendu, les transports en commun apporte des solutions qui sont très acceptables et qui sont très compétitives, même par rapport aux deux roues et bien entendu par rapport aux véhicules individuels. Et bien, nous réfléchissons à améliorer encore ces transports mécanisés pour le piéton en liaison avec les projets de transport en commun en site propre. Et chaque fois que nous avons des réalisations importantes immobilières, nous pouvons, grâce à la coopération des promoteurs de la principauté, leur demander de participer à l'effort d'insertion de ce type de liaison mécanisée pour faciliter les déplacements en principauté. Et bien entendu, c'est le cas lorsque nous avons des grands investissements publics. Le covoiturage, bien sûr, nous l'avons. Vous voyez que grâce au site internet que la covoiturage a institué, eh bien, depuis les années 2007, il y a une progression constante de ce covoiturage. Il ne se traduit pas par les abonnements de parking qui sont privilégiés, puisque les tarifs sont des tarifs privilégiés qui sont réduits de 50% pour les covoitureurs, puisqu'ils se heurtent un petit peu à la saturation des parkings. Mais malgré tout, vous voyez que les inscriptions au site ont considérablement évolué depuis les années 2007 jusqu'à aujourd'hui. Et nous relançons cette année, nous allons relancer cette année toute une campagne de publicité pour ce covoiturage qui est une composante importante. Et enfin, Madame Delarge l'a évoqué aussi, nous n'oublions pas tout ce qui est le déplacement à vélo et les déplacements à vélo électrique. Vous avez peut-être aperçu quelques stations que nous avions en test jusqu'à maintenant en principauté, 10 stations avec une moyenne de 5 à 7 vélos chacune. Donc nous avions 55 vélos en test pour l'instant. Les testeurs ont fait leur retour. Nous avons amélioré les matériels. Nous arrivons à quelque chose de suffisamment satisfaisant maintenant pour le mettre et le multiplier en usage public, abonnement correspondant. Et bien sûr, dans cette mobilité durable, nous avons tous les véhicules électriques, avec près de 660 véhicules électriques et hybrides qui sont immatriculés en principauté, dont 87 dans l'administration, mais c'est tout l'objet du salon et je ne m'étendrai pas là-dessus. Voilà, donc en résumé, pour améliorer la mobilité, la principauté s'appuie sur deux stratégies: faciliter et contrôler l'accessibilité au territoire, optimiser la circulation à l'intérieur du territoire. Et ceci donc se fait pour ce qui est donc de contrôler l'accessibilité par l'amélioration de l'offre de transport, par l'aide à la réalisation d'aménagements permettant de fluidifier la circulation aux portes de Monaco et en encourageant des autres modes alternatifs à la voiture particulière. Pour ce qui est de l'intérieur, renforcer la qualité du réseau interne de transport en commun, encourager les modes de déplacement dits doux ou actifs et poursuivre la politique de hiérarchisation et de sécurisation des voies. Voilà, donc un aperçu de ce que nous faisons en principauté sommaire, mais je pense que nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Merci.